peut aussi applaudir Valentin Dupac, le distributeur, grâce à qui on fait cette avant-première. Christian, merci beaucoup pour ce très beau film et pour nous faire l'honneur de cette rencontre exceptionnelle à l'issue de sa projection. Je vais commencer moi et puis assez vite on passera la parole à la salle pour avoir des réactions. Parce que le film a encore fait l'objet d'assez peu de rencontres et de débats, donc c'est toujours bien d'avoir un retour des spectateurs. J'ai lu dans l'excellente revue Positif, où il y a un formidable entretien, et je dis ça parce que c'est pas dans le dossier de presse d'information, qu'en fait, un des points de départ du film, c'est un fait divers, qui va donner un élément qui structure le récit quand même. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce fait divers et comment vous avez choisi, pourquoi il vous a à ce point intéressé, et comment vous avez choisi de l'orienter? Oui, je continue à lire beaucoup de presse parce que j'ai commencé, quand j'étais très jeune, je travaillais un peu comme journaliste. Et alors, ça m'a aidé un peu de former en sorte de style. Et alors, je continue à suivre toujours les histoires que je trouve dans les journaux. Mais je laisse toujours beaucoup de temps entre le moment quand je le découvre et le moment quand je commence à écrire un scénario. Parce que pour moi, c'est toujours important de comprendre, je ne raconte pas le fait divers, je dois comprendre de quoi ça parle. Quels sont les niveaux plus universels, plus importants, et comment je peux partir de là et faire une histoire fictionnelle qui parle des choses que je trouve qui sont rélévantes pour aujourd'hui. J'ai toujours cette ambition de dire que je fais des films qui sont, si vous voulez, un portrait, un instantané du monde d'aujourd'hui. Et dans ce cas-là, c'était une histoire qui se passait jusqu'avant Covid, au début de 2020. Et qui ressemble assez bien le début du film, c'est-à-dire dans un tout petit village en Transylvanie, qui est une partie de l'Allemagne, dans un endroit où nous avons une population majoritaire hongroise. Quelqu'un, une patronne qui avait une boulangerie, a essayé d'amener des ouvrières étrangers parce qu'elle ne trouvait pas, comme dans le film, des gens là-bas. Et finalement, la communauté était contre, ils ont protesté. Et à la fin, ils avaient l'équivalent en réalité de ce débat que vous voyez dans le film. Quelqu'un l'a enregistré, l'a mis sur l'Internet. Oui, c'est un hongrois, mais j'avais quelqu'un qui a traduit pour moi. Et tout d'un coup, ça est devenu un grand scandale. Le Premier ministre devait intervenir, puis la presse était là-bas. Tout d'un coup, ils étaient considérés le pôle de l'extrémisme et de la xénophobie roumaine et européenne. Ils ne comprenaient pas exactement pourquoi, pour être sûr, parce qu'ils ne faisaient qu'exprimer des opinions qui sont... Oui, que beaucoup de gens ont des opinions que ça. Et ils étaient plus sensés et plus naïfs de parler en public et de croire que ça reste dans la communauté. Et après ça, ce que je fais, j'attendais un an. Et à la fin, j'ai fictionnalisé le personnage principal de ce film. J'ai écrit une version de scénario, mais après ça, j'allais là-bas pour faire une vraie documentation. Et je parlais avec les ouvriers, je parlais avec la patronne, je vérifiais ça. Et après ça, je me suis étonné dans ce village, après que le film était prêt, jusqu'après Cannes, pour faire la première projection en Roumanie, exactement dans ce village et exactement dans ce salle-là. Et je demandais aux gens qui ici était aussi dans la grande réunion et qui est spectateur aujourd'hui. Et c'était un peu, si vous voulez, comme une installation artistique. Je me retenais là-bas et c'était important pour eux de voir que moi je ne le juge pas. Je décris des circonstances assez compliquées et je décris une situation quand les gens prennent des décisions et je parle de ces nécessités de dialogue
d'écouter l'autre et d'entrer dans un dialogue sans avoir déjà les conclusions. Et contrairement à la presse, j'étais de rester neutre et de sans amener dans le film mon point de vue de citoyen. Quand je réalise, j'essaie de rester neutre, j'écoute les personnages, leurs arguments. Et alors, même s'ils étaient venus pour ces rencontres un peu comme ça, on avait la police là-bas, beaucoup de presse, tout le monde attendait un sort de bagarre ou quelque chose, mais bien sûr, à la fin, on avait une discussion très calme et il exprimait des choses très scrupuleuses, je dois dire, qu'à la fin, c'était un procès qui était aussi nécessaire pour eux, parce que la fiction leur a donné la distance de revoir ça et d'essayer de passer. Et par ce moment, réponse, mais pour vraiment... C'est une bonne réponse. On accepte les longues réponses. C'est une bonne réponse. Alors, c'était possible de montrer le film là-bas, dans le lieu même de ce débat public, mais par contre, de tourner là-bas, c'était pas vraiment possible. Et vous avez choisi de tourner dans un autre lieu. Oui, c'est vrai que j'étais là-bas pour voir l'endroit, et l'endroit, je dois dire, est très moche. C'est une bonne raison pour ça. Ouais, bon, je suis cinéaste, et en plus, je parle dans faits divers, mais à la fin, pour moi, c'est important que toutes les choses qui sont dans le film sont cohérentes avec ce que je dois dire, avec tous les thèmes et tous les points que je dois avoir dans le film. Et pour ça, je cherchais à avoir une communauté dans un petit village parmi les forêts. Pour moi, les forêts autour étaient vraiment très importantes pour parler de ces sortes de communautés très traditionnelles. Et pour parler, pour moi, la forêt était là-bas pour dire qu'il y a le subconscient qui te donne la plupart de tes impulses que tu ne contrôles pas vraiment et qui parle de ta côté plutôt animalique. C'est dans le noir, c'est l'angoisse vient de là, la peur, tout ça. Et alors je cherchais un village entouré par des forêts. Et je suis allé à Cannes en 2021, c'était l'édition en août. Je devais faire un pitch avec le scénario que j'ai écrit. Et j'ai pris quelques photos de l'internet juste comme ça. Et après ça, j'avais la surprise de voir que parmi les 10 ou 12 photos que j'ai choisies, 8 étaient du même village. Je ne savais pas, et alors j'ai dit, on va commencer par avoir aussi un petit repérage là-bas. Et oui, ces pitchs m'ont beaucoup aidé pour comprendre que les choses que je raconte dans ce film sont assez compliquées. Ça te demande un peu de connaître un peu l'histoire. D'abord, la patience de comprendre c'est quoi ça la Transylvanie. Ce n'est pas vraiment Dracula, ce n'est pas un territoire mythique, ce n'est pas même Nadia Comaneci. C'est quelque chose d'autre. C'est un endroit qui représente beaucoup, qui est représentatif pour l'Europe d'aujourd'hui, où les gens doivent essayer de vivre ensemble, même si les ethnicités sont différentes, les religions sont différentes, et il n'y a pas une autre solution. On ne peut pas trouver de réponse pour ces questions. À qui appartient ce territoire? Il était en Mali, il était dans l'Empire autrichien, c'est une très 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 longue histoire. Alors, j'espérais que si je parle de ce fait divers, je peux parler de la nature humaine aujourd'hui, de cette peur de l'autre, de l'inconnu, de ce fait que, je ne sais pas pourquoi, mais nous avons cette tendance de dire que quand quelque chose ne marche pas bien, c'est toujours l'autre qui est plus coupable que nous. Pas nous, non, c'est jamais nous, c'est toujours l'autre. Et l'autre qui est différent. Parce que nous sommes des êtres humains très tribales, je dois dire. Et les gens qui nous ressemblent sont plus raisonnables. Tous les autres sont plutôt des ennemis potentiels. Et on réagit toujours comme ça. Et je voulais faire un film sur ces conflits intérieurs entre ces impulses, si vous voulez, plutôt animaliques de survivre
qui sont en nous par des milliers d'années d'existence, c'est notre côté plus rationnel, plus empathique. Il y a toujours un combat. Et c'est important d'être conscient qu'il y a ce combat, parce que sinon, dans une situation limite, c'est plutôt notre côté animalique qui réagisse le premier pour soit courir ou soit attaquer l'autre. Sur cette question de la peur, je vais relever deux détails, mais on pourrait parler d'un tas d'autres choses si on avait 2 heures devant nous. Une première chose, c'est la contradiction du personnage principal, puisqu'il est lui-même victime du racisme et dénoncé comme gitan en ouverture du film. C'est d'ailleurs la raison de sa réaction violente et de son départ, avant d'être du mauvais côté, si j'ose dire, du côté de ceux qui n'acceptent pas la présence des étrangers dans ce village. Donc, première chose, comment vous avez travaillé sur cette complexité-là et pourquoi vous intéressez? Moi, je fais des films inspirés, si vous voulez, par la réalité, pas par le cinéma. C'est une grande différence. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre quelles sont les données de la réalité. Et alors, c'est pour ça que je tourne en plan séquence, parce que la réalité est en continu. Malheureusement, on ne peut pas utiliser le montage dans une vie pour éliminer les choses qui ne sont pas importantes. Et alors, je tourne comme ça et c'est vraiment très difficile. Et je respecte ces principes aussi pour les personnages. Et à la fin, après que je finis à écrire le scénario, je vérifie que les personnages ne représentent pas des idées, des points de vue, des principes, et que le film n'est pas une leçon didactique. Et alors c'est important qu'il reste toujours, et je laisse un peu d'ambiguïté et d'abstraction dans le film, mais et pour lui, par exemple, je voulais avoir pour une fois un personnage principal qui ne respecte cette idée un peu olivienne que le personnage principal c'est quelqu'un qui s'échange jusqu'à la fin du film. En 2 semaines de temps filmique, il s'échange, il est quelqu'un d'autre. Écoute, ça ne se passe pas du tout en réalité. Il commence par être confus. Et il reste confus jusqu'à la fin. Mais c'est qu'à la fin, il a un peu il se doute un tout petit peu. Et je ne sais pas s'il est de mauvais côté parce qu'il soutient l'idée que ces gens doivent partir. C'est plutôt de mauvais côté parce qu'il croit qu'il peut éviter la responsabilité d'avoir un avis sur ça. Et pour longtemps dans le film, il essaie de dire... Parce que le film parle aussi de ces relations entre... l'égoïsme, l'individu, l'individualité et la collectivité. Et comment on fait qu'on se transforme, qu'on perd les opinions personnelles et qu'on se transforme dans un mouton qui fait partie d'un troupeau. C'est pour ça que j'ai beaucoup de moutons dans le film, de parler du sacrifice et des troupeaux. Et chaque chose que j'ai dans le film sert pour moi pour quelque chose. Et aussi, il n'est pas raisonnable parce que je voulais parler du fait que nous ne sommes pas du tout raisonnables comme êtres humains et on applique des jugements différents dans des conditions qui sont similaires. On aime beaucoup venir voyager toujours vers l'ouest, mais je ne sais pas pourquoi on considère que les gens qui sont plus à l'est que nous n'ont pas le même droit. On applique toujours des jugements différents pour ça. Et ce n'est pas le portrait le plus sympathique de la race humaine, si vous voulez, mais ça correspond un peu à la réalité. C'est comme ça qu'on juge toujours. Et c'est toujours, je ne sais pas, des groupes intéressés par la manipulation des gens pas très éduqués qui utilisent ça. Qui utilisent ça en leur faveur. Et je sais que c'est difficile pour le spectateur de voir un peu le film que je fais parce que moi j'essaie de citer la réalité et quand les personnages parlent par exemple, c'est difficile à dire s'il dit la vérité, si c'est des mensonges, si c'est des stéréotypes ou des clichés qu'on utilise tous. Je laisse ces responsabilités pour le spectateur. Alors il dit beaucoup de bêtises, il utilise beaucoup des clichés de l'extrême droite par exemple. Mais j'espère qu'à la fin, les gens comprennent que je le laisse se responsabiliser, ses responsabilités comme dans la vie réelle, de distinguer entre
le bien et le mal à la fin. Oui, c'est le cas très finement dans l'écriture de certains dialogues où on abonde très vite dans le sens de celui qui prend la parole. Je pense à la découverte du personnage français, qui n'est pas le mieux traité du film, je crois. Et quand le vieillard commence à lui parler, on est d'accord avec lui, il y a cette leçon d'histoire et de géographie qui s'appuie sur la carte derrière. Et puis il y a un moment où ce qu'il dit devient très 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 gênant, alors qu'on a commencé à être entièrement de son côté. En fait, il y a beaucoup de scènes qui reposent comme ça, sur ces ambivalences, et sur le fait d'anticiper sur ce que va dire quelqu'un à qui on a donné raison, qui se trouve être complètement dévié et du coup déstabilisant pour le spectateur, mais évidemment très stimulant aussi. Oui, mais parce que ça fait partie de notre façon de s'exprimer. Et par exemple, pour tourner ce long plan, selon la scène qui est plus longue dans le film. Incroyable plan séquence. Oui, le plan séquence, j'avais besoin de comprendre que si je veux faire un film réaliste qui respecte l'énergie du moment, je dois laisser les gens parler en même temps, je dois laisser les figurants pour une fois s'exprimer vraiment et pas faire semblant. Et en même temps, nous sommes tous vraiment très manipulatifs quand on parle. Et je veux avoir ça dans le film aussi parce que le film ne se fait pas avec des dialogues qui expriment des principes que tu as comme réalisateur, peu importe ça. Et l'opinion que j'ai comme citoyen, je ne veux pas que le film porte ça. Quand je fais le film, je suis le réalisateur et je dois essayer de défendre le point de vue de chaque personnage, voir quels sont ses arguments à lui. C'est trop simple de dire, moi je suis là, ouais, la vérité c'est comme ça. Et je crois pas en ça. Je crois que le cinéma doit te dire, t'as une responsabilité quand tu regardes le cinéma, t'as une responsabilité dans la vraie vie. Et ce que le cinéma peut faire pour toi, et de te raconter une histoire qui est importante, sur laquelle tu dois avoir un avis. C'est plus confortable de regarder des gens sur l'écran avec des opinions qui ne sont pas toujours correctes, politiquement correctes, que d'accepter que toi, tu as les mêmes opinions. Toi, tu as le confort de rester dans le noir, mais j'espère que maintenant, quand vous allez dans un bus ou dans un taxi chez vous, vous pouvez vérifier un tout petit peu pour voir, et en effet, est-ce que moi je suis tout à fait différent de ces gens ou pas. J'avais ce sort de débat en Roumanie quand j'ai fait des projections et parfois, je disais, on avait deux sortes de débats. Le débat, disons, officiel dans la salle et le débat après qu'on sortait. Et après qu'on sortait, les gens disaient, oui, excusez-moi, mais c'est ça que je pense aussi. C'est bien que c'est quelqu'un qui a eu le courage de aussi dire que c'est important que quelqu'un écoute ce que nous avons à dire. Et avec ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que pour corriger les choses en profondeur, tu dois écouter les arguments de l'autre, même si tu crois que tu as raison dans une situation assez claire comme celle-ci. Mais si on empêche les gens de dire ce qu'ils pensent, on va finir par avoir toujours de grandes surprises quand ils votent. Si nous avons le temps et la patience de comprendre pourquoi, et si on peut les laisser s'exprimer, et on ne les empêche pas par dire que ce n'est pas que la correctitude politique empêche de dire ce qu'ils croient. J'ai ce problème avec la correctitude politique. Ça n'a jamais changé les opinions de quelqu'un. Ça l'a empêché de dire ce qu'il croit. Et le changement doit être en profondeur. Et pour ça, on doit les laisser s'exprimer. Et après ça, on peut commencer en vraie communication pour voir si on peut changer quelque chose. Ce grand C pour moi parle aussi d'une autre chose. Je finis avec ça. J'ai l'impression parfois que nous sommes un peu à la fin de la démocratie comme on le connaissait, que les gens sont un peu fatigués, que ça leur demande d'avoir trop de responsabilités et que parfois la démocratie ne donne pas des résultats cohérents si on n'investit pas dans l'éducation des gens avant de leur demander leur opinion et leur avis. Et ça, c'est plutôt la responsabilité, bien sûr, des politiciens, mais c'est notre responsabilité aussi. Et le film essaye de parler de beaucoup de choses comme ça. Et j'espère qu'à la fin, les spectateurs
suivre le fil rouge du film, mais aussi réfléchir à tout ça. Alors, on va leur passer très très vite la parole. J'ai juste envie de t'interroger sur un plan qui m'a frappé à la première et à la deuxième vision. C'est le plan où il arrive dans la bergerie, il est face aux moutons, et il les compte. Le plan est très court, il n'y en a pas tant que ça, ils sont à ce point isolés, puis après, les conséquences du décompte. Mais il me paraît très fort, ce plan-là, comme ça, isolé, à la fois parce qu'il y a la présence des moutons qui renvoie aussi au tout début du film et à son métier, et donc à voir avec la question de la mort et peut-être cette métaphore du peuple mouton. Mais aussi parce qu'en arrière-plan, vous l'avez sans doute remarqué, il y a une balançoire. Et du coup, il y a le son de cette balançoire qu'on entend assez nettement et qui évidemment déjà met en place la question de la corde qui pend de l'arbre et donc la figure du pendu qui évidemment annonce le futur sort de papa, qu'on croit mort juste après et qu'il n'est pas tout de suite mais sera plus tard, et qui renvoie à ce qu'a peut-être vu l'enfant dans la forêt. Voilà, et donc je voulais comprendre comment ce plan s'était conçu et comment, sur le rapport à l'enfant, se mettait en place la question de la peur pour qu'elle soit à la fois collective et politique pour les villageois, mais aussi incarnée par ce personnage de l'enfant où la peur provoque l'interruption de la parole. Ce qui est difficile dans le cinéma et ce que j'essaie à faire est de trouver toujours l'équivalent visuel et dans les situations des questions abstraites que tu peux transmettre avec le film. C'est pas simple et j'essayais toujours de faire ça avec, sur ce niveau et pas avec les dialogues. Et parce que le film parle beaucoup de cette angoisse qu'on ressent tous aujourd'hui, face au... L'avenir aujourd'hui, c'est un peu inquiétant. Et on ressent cette angoisse. Et je voulais aussi parler de la façon différente dont l'enfant et les adultes réagissent à ce sort d'angoisse. L'angoisse n'a jamais un objet vraiment très concret et très précis. C'est pour ça que les cauchemars sont horribles pour nous, parce que tu ne peux pas vraiment sentir de quoi c'est une peur qui vient d'où. Et alors, j'ai décidé de tout début qu'au début du film, quand l'enfant marche dans la forêt, c'est plus important de ne pas montrer exactement c'est quoi l'objet de ces peurs. Mais aussi, ça parle d'un accès pour un enfant qui est toujours innocent à un niveau de compréhension de la monde d'aujourd'hui que les adultes ont perdu après l'éducation. Et c'est pour ça que parfois, si les gens me demandent s'il y a un peu d'espoir dans ce film, il associe ça toujours avec l'enfant. Parce que contrairement les amis de son père qui essayent de lui transformer dans quelqu'un qui lutte pour sa vie, il décide quand il a la possibilité de ne pas tuer cet animal et le venin. Et c'est peut-être un choix où on peut avoir un peu d'espoir. Et il reprend la parole pour dire je t'aime aussi. Oui. Oui, parce que c'est le seul moment quand il a quelque chose d'important à dire. Et c'est peut-être la seule chose qui peut un peu changer les choses et donner un peu d'espoir. Parce que nous avons tous besoin, sinon de l'amour, de l'affection. Et l'idée que on sent toujours que nous sommes vraiment seuls. On commence par être seul et on finit par être seul. Et nous avons besoin parfois que quelqu'un est à côté de nous pour qu'on traverse mieux tous les problèmes qui sont à côté de nous. Et lui, Mathias, il est un personnage vraiment très angoissé. Et il ressent cette angoisse et il le projette sur l'enfant. Mais l'angoisse n'a pas vraiment en forme pour lui jusqu'à la fin du film. Il compte ses moutons. Et tout d'un coup, il voit qu'il n'a pas... C'est quelque chose là-bas. Il n'a pas les moutons que son père se souvient qu'il devait avoir. Et il avance dans le film et il sent plutôt à la fin qu'il y a
une menace dans l'air, mais sans pouvoir vraiment comprendre d'où ça vient. Peut-être que ça vient de ses idées à lui sur l'avenir, peut-être que ça vient des autres choses. L'idée est que pour moi, le film se finit avec lui, quand il essaye de vérifier, il sent que quelque chose se passe. Et que tout d'un coup, le chien, j'ai ces petits poèmes roumains que je cite, que le lien entre les gens et les animaux parfois peut être plus fort qu'entre les gens. Le chien vient pour lui dire qu'il y a quelque chose qui se passe et il commence à vérifier l'état de tous les gens qu'il aime, son enfant, la femme qu'il aime. Et à la fin, il est entre ces deux mondes. Et tout d'un coup, ce qu'il voit, et si vous voulez, en forme, c'est l'angoisse qui, tout d'un coup, est concrète. C'est la forme de cette angoisse qu'il ressent. Et de l'autre côté, d'un côté, il a, si vous voulez, tous le noir, l'angoisse, la peur, les impulses instinctuels qui viennent de ce noir de la forêt. Et de l'autre côté, il a la lumière, la musique, l'affection, la structure, le village, et il doit choisir entre les deux. Qu'est-ce qu'il va choisir, je ne sais pas. C'est important, qu'est-ce que nous, on va choisir. C'est pour ça que j'espère toujours que les spectateurs comprennent cette scène dans ce sens-là. Et cette idée avec les moutons là-bas, c'est quelque chose que j'ai insisté d'avoir dans la post-prod. Et nous avons rajouté ça. Parce que ça parle aussi d'une autre chose. Ça parle de ce passage entre quand tu es petit, tout petit et innocent, et une âge quand tu redécouvres ton père, la maison où tu as grandi, mais ça n'a rien à voir avec l'innocence que tu as perdue. Allez, on va prendre 2 ou 3 questions ou réactions. Je vais juste donner ma réaction, c'est pas une réaction. Allez-y, je sens que vous avez une grosse voix, vous pouvez. Un discernement ou un état d'esprit. Je vous félicite, monsieur. Je suis émigrante ici. Et je trouve que ce film, c'est un fractal de toute la communauté humaine mondiale. De la façon qu'un fractal reproduit la totalité, ce film le fait avec une puissance, une esthétique, parce qu'il y a de la beauté, de la profondeur, et tout ce que vous venez de dire, c'est cet état inconscient ou semi-conscient qui nous rapproche, ou nous éloigne de nous-mêmes et de l'animal, sont très clairement, comme vous dites, ce sont des aspects abstraits qui se voient très bien. L'enfant qui sent comme un magicien ce qui va se passer. Je vous remercie profondément. C'était vraiment merveilleux, très bien fait. En plus, les rencontres des images, des chapitres, des situations, c'était admirable. On ne peut jamais l'envie de regarder, même quand on est un peu fatigué, c'est-à-dire fatigué parce que ça se prolonge, les conflits. Mais ça, les conflits ne finira jamais si ils ne finissent pas ici à l'intérieur de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Après, avec un geste aussi brillant, une spectatrice aussi brillante, ça va être compliqué dans une question derrière. Je regrette seulement qu'elle n'était pas dans le jury de Cannes. Oui, c'est vrai. On n'est pas dans le jury. Mais c'est vrai que si j'insiste sur quelque chose toujours et que le film ne parle pas de l'Allemagne, il ne parle pas d'un petit village. J'étais à Toronto il y a 3 jours et après le débat, j'avais un spectateur chinois, un spectateur américain et une spectatrice slovaque qui m'ont dit ça va se passer chez nous. Je vois mes parents dans ce film avec le même argument. J'ai rien contre eux, mais quand tu dis mais déjà c'est un peu... On connaît bien ça ici. Mais complètement hasard si l'extrême droite arrive systématiquement aux élections présidentielles. Oui. Bonsoir.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'au début, vous donnez beaucoup d'informations, très rapidement, en très peu de plans. Aussi bien dans l'esthétique, dans le cadrage, que dans les informations qui sont diffusées. Et petit à petit, on progresse vers la tragédie, mais c'est toujours très rapide. Et ça, c'est vraiment remarquable. J'aime que vous avez... Oui, merci pour votre commentaire. Je fais un très grand effort quand j'écris et quand je tourne. Faire la mise en scène d'un très long plan, quand tu tournes en plan séquence, c'est vraiment beaucoup compliqué que quand tu tournes de petits plans. Et j'essaye de rester efficace, c'est-à-dire d'utiliser chaque plan pour que la narration avance, mais aussi que tous les thèmes que j'ai besoin, qu'elles sont plutôt claires à la fin, sont soutenus par ces plans. Ce n'est pas évident pour tout le monde, alors je vous remercie beaucoup pour cette observation. Allez, la petite dernière. Une petite explication sur le titre. Oui. Oui, c'est une bonne question. Écoute, la traduction précise du titre, c'est IRM en français. C'est cette investigation cérébrale magnétique, je ne sais pas quoi. Et j'ai cru que même avant, ça sera plutôt clair, parce que moi j'essaie de faire une radiographie de l'état du monde aujourd'hui et de nous comme êtres humains, et la complexité de notre cerveau qui a une toute petite surface modélée par les dernières 100 000 ans de culture et d'éducation, et après ça en profondeur qui forgé par les instants de survivre dans des milliers d'années. Mais j'avais la surprise de voir que même le titre de ce film est beaucoup interprétable. À quand les gens pensaient que je parle de la Roumanie, parce qu'il s'appelait RMM, ce n'est pas du tout l'intention que j'avais. Mais même après que je commençais à montrer ce film en Roumanie, les gens avaient des opinions tout à fait différentes. Quelqu'un m'a dit que c'est clair que c'est les trois nationalités principales dans le film. Les Roumains, les Magyars et le Nemts. En roumain, ça correspond à l'acronyme de les trois. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit non. Ça parle de le personnage principal, c'est Rudy, Mathias et nous. C'est ça, oui, c'est possible, pourquoi pas. Mais l'interprétation que j'ai beaucoup aimée, c'était quelqu'un qui a dit non, RMM vient de ce mot qui dit remune, je reste pour changer l'état du monde, pour changer les choses. Si ça c'est un portrait de nous d'aujourd'hui, si ça c'est un miroir, et nous sommes comme ça, on doit faire quelque chose immédiatement. Et après qu'il a dit ça, il n'a pas fait. Ensuite, il a dit non, si c'est comme ça, moi je pars. Alors, c'est plutôt ça le titre, et il a des interprétations, et j'aime beaucoup quand les gens interprètent certaines choses du film, même si à la fin, j'espère que les thèmes les plus importants sont plutôt clairs. La dernière. Oui, alors, une réaction d'abord sur le film. Je suis tout à fait d'accord avec la dame qui est intervenue en premier. C'est-à-dire qu'on a un village-monde, la collusion, le télescopage de la modernité la plus achevée avec l'IRM, et puis l'archaïsme le plus ancien, on va dire. Hein, si on peut parler d'ancien pour l'archaïsme. Et c'est ça qui produit cet effet de révélation, qui est très frappant, qui fait de votre film un objet extrêmement passionnant, non seulement à vivre en tant que spectateur, mais sûrement à voir, à revoir, à étudier. Et je me disais que ce qui m'avait frappé aussi, c'est que nous, dans nos villes, dans nos civilisations plus à l'ouest, c'est la médiation qui importe, les médiateurs en tout genre. Là, les médiateurs, c'est le curé, le maire, la patronne de l'usine, et on voit qu'ils sont extrêmement démunis devant la passion collective qui cherche à purger ses propres folies
avec le bouc émissaire. Donc c'est là la dimension tragique du film, qui est magnifiquement représentée par l'image là qu'on voit à l'écran, qui a l'air d'être un théâtre grec, en fait, cette carrière. C'est un théâtre antique, où la communauté va se purger de ses passions. Bon. Et si vous voulez, ma question, alors j'ai dit tout ça parce que j'ai vécu tout ça avec vous et je vous en remercie vivement, mais ma question va être extrêmement naïve, c'est que j'ai pas du tout compris la fin du film. J'avoue avoir été extrêmement perplexe. Donc il tire, on pense qu'il va tirer sur son ami qui est désolée, mais on ne sait pas pourquoi vraiment elle est désolée. Et il va tirer sur, on ne sait pas si c'est des ours, si c'est des comment dire, des gens déguisés en ours. C'est un abîme de perplexité auquel au bord duquel vous nous conduisez. Oui, c'est vrai. Mais vous avez déjà nommé les interprétations les plus fréquentes. Je demande aux spectateurs c'était trop de dire à la fin qu'est-ce qu'ils pensent sur ce final. Je vous ai déjà parlé de l'intention que j'avais de suivre son point de vue subjectif sur ce film. Il arrive là-bas avec l'intention de vérifier si les gens qu'il aime sont bien. Il semble être menaçant et en effet, il vient pour essayer de défendre ce qu'il aime. Après ça, il a cette surprise qu'elle dit « Excusez-moi ». Il ne sait pas pourquoi il dit ça, alors je ne peux pas vous dire. C'est une surprise pour lui aussi. Et quelqu'un qui dit « Excusez-moi », ça veut dire qu'il se sent coupable pour quelque chose. Et ce que je peux faire comme réalisateur est d'avoir assez d'indices dans le film pour que vous trouviez une réponse vous-même. Mais moi, comme réalisateur, je ne peux pas savoir plus que lui comme personnage. Même si, bien sûr, je parle. Et après ça, j'ai travaillé beaucoup pour avoir cette ambiguïté entre ce premier ours où il tire et les autres animaux de la forêt. On ne sait jamais si c'est des ours, des hommes habillés en ours, ou bien, j'avais cette interprétation qui est aussi assez bonne, que c'est seulement ces angoisses et la peur qui prend forme dans ce noir de quelque chose. Mais qu'à la fin, peu importe si c'est des ours ou des hommes, c'est l'angoisse. C'est les forces animaliques qui essaient de l'attirer de ses côtés, et lui, il a suffisamment de pouvoir pour... elle se doute, mais on ne sait pas exactement où il va à la fin. C'est la plus cohérente, je crois, explication que j'ai jamais donnée à ce scène. Voilà, parce qu'on saura non seulement que Christian Mungiu est un des meilleurs cinéastes au monde, mais c'est aussi un des meilleurs orateurs. Merci beaucoup, Christian.